Bonjour à tous, bienvenue sur 01 TV, bienvenue dans votre 01 Hebdo, comme chaque jeudi. On va débriefer ensemble toute l'actu high-tech de la semaine. Voici le sommaire. L'actu, c'est tout d'abord du côté de chez Apple qui a délivré ses awards, ses récompenses pour les meilleures applications mobiles et aussi Apple TV. C'est une page qui se tourne. Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, quittent la direction du groupe qu'ils ont fondé il y a 21 ans au profit de Sundar Pichai. Un anniversaire, la PlayStation, elle fête ses 25 ans. Cette console incroyable qui a marqué des générations de joueurs. On en parle avec notre invité. Comment apporter Internet dans les zones les plus reculées de la planète ? Eh bien, grâce aux plateformes de haute altitude. Amélie Charnay, qui vole toujours très très haut, viendra tout nous expliquer. Enfin, un smartphone haut de gamme, mais sans application Google, sans aucun composant d'origine américaine. C'est le Huawei Mate 30, une sorte d'ovni qu'on va débriefer avec Nicolas Lelouch. Et puis les petits robots, les insolites du web et du financement participatif, vous le savez. Ça, c'est le rayon de Jordan Cossino. Bienvenue dans 01 Hebdo, c'est parti. Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque jeudi soir, sur 01 TV pour 01 Hebdo. Et vous le savez, bon alors c'est vrai, je me sens un petit peu seul quand même aujourd'hui, puisque François Sorel n'est pas là, ça arrive de temps en temps. Vous êtes habitués. Quelquefois c'est un coup l'un, un coup l'autre. On le retrouvera très vite, bien entendu, puisqu'il sera de retour jeudi prochain, comme d'habitude. Avant de développer toutes ces actus qu'on vient d'évoquer dans le sommaire, la question 01net Orange, comme chaque semaine, ce petit sondage qu'on vous propose à propos de l'actualité. Et d'abord celui de la semaine dernière. La semaine dernière, nous parlions du Black Friday avec une question: profitez-vous du Black Friday pour faire des achats high-tech ? Vous voyez la tendance au bout de 7 jours de sondage. Eh bien oui, majoritairement à 54%, le Black Friday reste quand même une sacrée occasion, évidemment, pour les geeks de faire de bonnes affaires. Cette semaine, on va parler de la PlayStation, la vieille PlayStation. Elle a 25 ans. Je parle de la toute première PlayStation qui était sortie dans les années 80. Alors question, est-ce que vous possédez chez vous une console PlayStation ? Vous pouvez voter bien sûr sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange, et on est déjà à plutôt PlayStation ou Xbox d'ailleurs. Tiens, alors la question a changé, ça c'est une bonne blague, je ne l'ai pas vue arriver celle-là. Donc est-ce que vous avez une PlayStation ou une Xbox ? Bon, eh bien c'est 74% pour la PlayStation et 26% pour la Xbox. Ouais, il y a des petites surprises comme ça dans 01 Hebdo. Donc dites-nous si vous êtes plutôt PlayStation ou plutôt Xbox. Voilà, continuez à voter, vous le savez, pendant toute l'émission, pendant toute la soirée, même pendant toute la semaine. Et puis on fera le point tout à l'heure. C'est parti pour l'actu de la semaine. On va parler de ces deux news principalement qui sont tombées ces derniers jours. C'est même tout frais, puisqu'il y en a une, ça date d'aujourd'hui. J'accueille pour cela Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net. Ça va, Nico ? Bonjour Jérôme, ça va très bien. Nico, qu'on retrouvera bien entendu tout à l'heure pour parler de ce smartphone assez incroyable. Qui est ici, dans mes mains, le Mate 30 Pro, et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, oui, parce que c'est étonnant. Donc on te retrouvera pour ta chronique smartphone. Mais avant cela, donc, cette news, eh bien, on peut dire que vraiment c'est une page qui se tourne. Sergey Brin, Larry Page, les fondateurs historiques de Google, il y a 21 ans, ont décidé de lâcher complètement l'affaire. C'est Sundar Pichai qui était... Alors, il y a des petites subtilités, parce qu'en 2015, Google était devenu tellement gros qu'il a changé de nom, il est devenu Alphabet. Et on continue à parler de Google pour tout ce qui est activité search, web, etc. Sundar Pichai dirigeait l'activité Search, et maintenant il va diriger Alphabet. Il prend les rênes de ce groupe qui était une start-up il y a 21 ans et qui aujourd'hui est un monstre tentaculaire. C'est incroyable. Tu as raison de parler de l'événement de 2015 parce qu'en réalité, Google, Alphabet était déjà dirigé par Sundar Pichai depuis quelques années. Exactement. Il y avait une restructuration et en fait, ce qui s'était passé tout simplement, c'est qu'avant Google était l'entreprise qui gérait tout. C'est-à-dire que c'était le moteur de recherche, Android, les voitures autonomes, et ils ont créé Alphabet qui donc du coup dirige Google, mais qui dirige les voitures autonomes sous une activité séparée. Donc du coup, ça permettait de restructurer l'entreprise.
Et jusqu'à maintenant, donc, les deux cofondateurs de Google dirigeaient Alphabet et avaient laissé à Sundar Pichai Google. À partir de maintenant, il n'y a plus qu'un seul homme aux commandes de Alphabet et de Google. Alors, il faut dire qu'ils avaient quand même déjà pris un peu de recul à un moment, puisqu'ils avaient fait appel à Eric Schmidt, Oui. pour devenir le CEO de PDG Google. de Google pendant longtemps, c'est vrai. C'est assez particulier leur relation à Google, puisque quand ils l'ont créé, enfin, il faudrait appeler un petit peu les origines de cette entreprise géante et incontournable aujourd'hui. Google s'est créé dans un garage et c'est juste un moteur de recherche. L'idée, C'est la success story à la californienne. c'est la dans toute success sa story splendeur. à la Californie, c'est exactement ça. C'est comparable à beaucoup d'autres entreprises. Mais là, le but est vraiment de créer un moteur de recherche en s'appuyant sur un algorithme. C'est là où il y a une nouveauté, c'est qu'en fait, les pages qui sont le plus susceptibles d'intéresser les personnes vont apparaître en premier et c'est plus juste de l'ordre alphabétique ou une apparition complètement aléatoire. Ce qui était le cas préalablement avec notamment Yahoo, qui Avec était Yahoo et avec, la évidemment, porte d'entrée sur ce le qui web à existait. l'époque. Et Google, donc c'est un succès fulgurant, ça explose. Je lisais tout à l'heure un petit peu l'historique de Google et je m'amusais de voir un très vieil article qui disait que Google était en train de grandir et avait désormais 8 employés. Donc on se dit waouh, mais qu'est-ce qui s'est Incroyable. passé? Et entre-temps, évidemment, Google, on sait ce que c'est devenu avec Larry Page, avec Sergey Brin. Et Avec des projets complètement fous. avec des projets Alors, fous que ce soit les Google Glass, Bien sûr. les projets X. Entre les là, projets fous, entre Projet X pour la santé, entre les Google Glass, entre la réalité virtuelle, entre tout ce qu'ils ont pu faire de fou, qu'ils continuent de faire de fou, Stadia pourrait complètement appartenir à cette catégorie des projets complètement loufoques sortis de Google. On ne sait pas si ça va durer, on espère, mais on ne sait jamais avec eux. Mais surtout, ils ont révolutionné le web au-delà du moteur de recherche. En 2004, il y a Gmail, qui est le premier messagerie en ligne avec un stockage de 1 giga au départ. Énorme, ce gratuit. qui éclate tout le monde, c'est gratuit. Il y a Google Maps qui arrive, qui est aujourd'hui la référence absolue. Ils ont quand même envoyé des voitures dans le monde entier pour créer Street View, pour tout cartographier. Enfin, le parcours de ces deux hommes est colossal. Ils ont créé un empire de l'Internet qui aujourd'hui est tellement indispensable qu'on ne pourrait plus s'imaginer vivre sans Google. Avec évidemment tous les inconvénients qui vont aussi avec le fait d'être un empire et tous les Bien problèmes sûr. que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit les problèmes d'exploitation des données Bien personnelles sûr. pour Bah, la publicité. c'est un domaine fort de Google et bien sûr, non, mais Voilà. quand une entreprise devient géante, elle devient évidemment incontrôlable. C'est là que On le voit avec c'est là que les Facebook, problèmes qui est énormément montré du doigt aujourd'hui. Mais là, en tout cas, après, il faut quand même dire que ni Brin ni Page va vraiment quitter Google. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir de bien sûr. direction Google, ils ne sont plus les PDG. Maintenant, je crois qu'en termes d'action, il y en a un qui a 25,2%, l'autre qui a 25,7%. Ils vont rester des Donc, parents bienveillants. disons, comme à ils ont eux expliqué deux, dans leur- ils ont plus de 50% du conseil d'administration de Google. Donc en soi, si les deux restent unis, et ils ont de grandes chances de le rester, ils peuvent s'opposer à toute décision et d'un autre côté dicter toutes les décisions. Donc Sundar Pichai est le PDG de Google et est le PDG d'Alphabet, mais ils ont quand même un contrôle monstrueux sur cette entreprise. Très bien. Bon voilà, donc on verra ce qui se passera dans les semaines qui sont sans doute comme d'habitude, peu de changements en réalité, puisque la transition se fait en douceur. D'autant plus que Pichai était déjà là. Sundar Pichai est déjà là, on le voit sur toutes les keynotes, c'est lui qui prend la parole. Bien sûr, c'est lui qui reprend Google tout le temps. Donc voilà, c'est quelque part une suite logique de l'histoire. Merci Nico. Autre sujet d'actualité, allez, on va parler d'un autre GAFA, après Google, c'est Apple. Apple qui a fait un événement aux États-Unis hier. Je vais tout vous dire, j'y étais. Je suis revenu aujourd'hui. Et alors, c'était pas une keynote traditionnelle avec présentation de nouveaux matériels, etc. Non, c'était un truc beaucoup plus intimiste, entre guillemets. C'était pour récompenser les développeurs et pour sacrer les meilleures applications de l'année 2019. Alors, dans tous les domaines, sur iPhone, sur iPad, sur Apple TV, sur MacBook, etc. On ne va pas tout citer parce qu'il y a un palmarès énorme, mais on peut dire rapidement que sur iPhone, la meilleure application selon Apple, c'est une appli qui s'appelle Spectre Camera, qui permet de faire des photos avec des longues expositions. Des longues Ça, expositions, voilà, des choses assez étonnantes, c'est assez pose longue. pointu malgré tout, mais c'est vrai que techniquement c'est très évolué parce que ça fait appel notamment à la puissance informatique de l'iPhone pour de l'intelligence artificielle. On a sur iPad, c'est une appli qui s'appelle Flow, qui permet de dessiner et qui est fait par une marque iconique qui est Moleskine. Oui, Et Moleskine, c'est les rois du carnet en papier en fait. Ça, c'est étonnant. Et puis sur Apple TV, Cocorico, ce sont des Français. C'est une application qui s'appelle The Explorers. Derrière The Explorers, il y a une équipe de Français qui se sont fixés pour ambition, un truc assez fou, de faire un inventaire de la planète en images haute définition. Et donc, ils sillonnent le monde avec des super caméras 8K.
Et ils rapportent des documentaires et des images magnifiques et ils se sont dit tiens, et si on mettait tout ça dans une appli sur Apple TV. Apple évidemment est ravi parce que ça leur fait du contenu différent de ce qu'on trouve sur les chaînes de télévision, donc The Explorers, récompensé par Apple. C'est important, cette démarche, hein, Nicolas, c'est qu'on voit qu'Apple veut vraiment soigner les développeurs. Bien sûr. C'est différent des années précédentes, puisqu'Apple a toujours eu pour principe, on se rappelle sur l'App Store, de récompenser les applications de l'année. Mais d'habitude, c'est un communiqué de presse et puis c'est tout. Et là, il y avait cet événement mystérieux dont ça s'est passé comment d'ailleurs, justement, parce que personne ne sait, il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de live stream. Non, ça ressemblait à quoi? Il y avait vraiment la communication est très encadrée. Évidemment, donc, mais on nous dit attention, vous ne filmez pas les lieux. Il y avait comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Phil Schiller. Phil Schiller, Qui était là. Alors, j'ai discuté avec Phil Schiller, mais je n'ai rapporté aucune interview, évidemment, parce que pas de prise de son, pas de prise de micro, pas de prise de photo, etc., etc. Et ça se passait dans un endroit qui est assez incroyable, mais qui n'est pas un endroit public, qui est un appartement qui appartient à Apple, dans le centre pas une scène de New York. conférence, Pas du tout. C'est un immense loft sur plusieurs étages, qui est une espèce de mix entre, imagine un Apple Store sur plusieurs étages, voilà. Bon, et pour des présentations comme... c'est un lieu comme Apple en a quelques-uns dans le monde. Il y en a un autre à Londres, un peu comme ça aussi. Mais c'est plutôt pour les partenaires, la presse. C'était une cérémonie version Oscar avec des enveloppes ou Pas du tout, à la bonne franquette. Donc personne ne savait. Non, tout le monde s'est trompé sur cet événement au final. C'est ce que tu nous apprends. Oui. C'était pas du tout il n'y avait pas de show sur scène. C'était un festival de Cannes très intimiste. Hein. D'accord. Voilà, on nous a remis une enveloppe avec la liste des gagnants. Et puis après, les gagnants étaient là. On pouvait discuter avec les gens d'Apple, etc. Voilà quelques images du lieu, malgré tout, que j'ai pu voler sur place. Voilà. Bon, en tout cas, c'est intéressant. On sent que vraiment Apple, chaque année, veut mettre le paquet sur les développeurs, sur les applications, avec toujours des contraintes assez fortes. D'abord des contraintes financières. Il faut rappeler qu'ils se mettent dans la poche 30% des bénéfices de chaque application. Alors ils disent oui, mais regardez tout ce qu'on apporte aux développeurs, ce qui n'est pas faux. La visibilité, la plateforme, le service, l'aide technique aussi. Et puis, autre contrainte, pas question de faire une appli qui ferait n'importe quoi, n'importe comment, et notamment avec les données des utilisateurs. Donc ils sont très attentifs à ça. Et ils rejettent 40% des applications qui leur sont soumises chaque année. Donc il y a quand même un écrémage et un tri assez étonnant, qui n'existe pas sur Amazon. Il y a tout de même un problème avec toute cette situation qui est que Apple contrôle complètement l'écosystème iOS et comme il n'y a pas de magasin d'applications tiers, c'est très compliqué et notamment l'Union européenne s'est souvent posé des questions sur l'anticoncurrence qu'Apple crée justement vers les développeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout, mais on peut se poser la question de est-ce que Apple est en droit d'interdire les autres développeurs de proposer des applications autrement que par les 30% de taxes par la Alors ce qu'ils disent, c'est que c'est notre App Store, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. En soi, c'est leur App Store et ils sont chez eux, mais il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Mais c'est sûr que c'est un peu le même problème que Google. Oui, ce qu'on disait avec Google, il y a toujours le problème de cette grosse entreprise qui a beaucoup trop de contrôle souvent et ça reste intéressant. Mais c'est sûr que pour eux, c'est important d'inviter les développeurs et c'est un bel exercice de communication, de leur montrer, de les mettre en avant et c'est pas pour rien que Apple, Google et toutes les autres grandes marques font ça. Bon, super. Voilà. On va parler d'autre chose tout de suite. On va donc parler de jeux vidéo. On va plutôt, plus précisément, s'intéresser à cette console mythique, c'est un mot magique, qui depuis 25 ans est connue du monde entier. C'est la fameuse PlayStation qui fête ses 25 ans. On en parle avec notre invité de la semaine. Regardez, notre invité de la semaine, c'est Larry Page, en fait. Hello, Jérôme. Quel invité, quel prestige. Voilà, est-ce qu'on peut voir à l'image notre invité? C'est Jean Z. Bonjour. Bonjour, Jean. C'est pas Larry Page, hein, ça. Mais il y a un petit air de famille avec... je veux dire, Jean Z, Larry Page, on n'est pas... Non, c'est vrai. Mais physiquement, il y a un petit air de famille avec Larry Page. Mon banquier... oui, effectivement. Dans quelques minutes, là, je sens déjà le smartphone frétiller. Bon, alors non, vous ne travaillez pas chez Google. Jean Z, vous êtes journaliste spécialisé dans le jeu vidéo, spécialiste du jeu vidéo, auteur de plusieurs livres sur le jeu vidéo. Exactement, comme art et jeu vidéo, si ça vous intéresse. Le dernier, ce mélange des deux, art et jeu vidéo, un mélange d'art plastique et de jeu vidéo, et le mélange se fait bien. Ah bah, très bien, oui, parce qu'il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect contenu esthétique, aussi. Exactement, scénaristique, etc. Vous intéressez beaucoup. Bon, cette PlayStation... la PlayStation, elle a été lancée en 1994. Début décembre.
Exactement. On parle bien de la toute première version, hein, le 3 décembre 1994. Ça a tout changé, l'arrivée de cette console ? Ça a tout changé, effectivement, à tel point qu'en France, longtemps, mais même encore aujourd'hui, le synonyme de jeu vidéo, c'est PlayStation. Ouais. Ouais, alors, il y a le verbe geeker qui tente de faire de la concurrence, mais ça reste quand même PlayStation. Et même si on n'a pas de PlayStation, on évoque quand même ce nom. Ça a tout changé, surtout, c'est un passage à l'âge adulte pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que l'arrivée de la 3D, c'est-à-dire du photoréalisme quelque part, enfin de la copie de la réalité, c'est la PlayStation qui l'amène. Fini les jeux en 2D de côté, on va dire, en tout cas beaucoup moins enfantin aussi, même dans les propos, dans la publicité. Il y avait quoi ? En fait, c'était c'est Sega versus Nintendo. Oui. C'est-à-dire là, voilà, on est dans les 16 bits, on est dans les Mega Drive versus Super Nintendo, et on est encore dans un public, en tout cas dans un marketing qui recherche l'enfance. Le coup de génie de Sony, c'est à la fois de dire on va s'adresser plutôt aux 17-25 ans, voire plus, c'est-à-dire ceux qui ont un peu d'argent, en leur offrant le côté high-tech de Sony. Parce que ça, c'est un vrai rêve, c'est-à-dire que c'est un grand de la high-tech qui va dire, nous, on fait de l'innovation et on s'intéresse aux jeux vidéo. Ça n'a pas été sans souci chez Sony, s'ils n'en voulaient pas de PlayStation. Aujourd'hui, on dit ça, mais ils n'en voulaient pas au départ. C'était une révolution culturelle en Exactement. C'était pas un truc pour eux, quoi. Non, puis le jeu vidéo, c'était pour les gosses. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, la PlayStation va changer tout ça. Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a un avant et un après. Et puis, alors, avec rien que cette première édition, tout de suite, ils ont basculé dans une nouvelle dimension. Et économiquement, c'est devenu super important pour Sony. Oui, à tel point que même la PlayStation 4, bien plus tard, va pas sauver Sony, mais enfin en tout cas va aller venir en aide, parce que du coup la section télé marche moins, les smartphones, Samsung et Apple sont passés par là et ont raflé la mise. Du coup c'est plus compliqué et Sony va s'appuyer par exemple sur cette PlayStation 4 pour, on va dire, revenir aux recettes, revenir dans le vert en tout cas. Mais effectivement, au départ, non, ce jeu vidéo reste du jeu vidéo, mais on voit bien que chez Oga c'était le patron de Sony, il va avoir raison contre quasiment tout le monde. Enfin, il y a Ken Kutaragi qui est le designer, celui qui conceptualise cette PlayStation, et il y a le patron, mais enfin, ils sont pas beaucoup d'autres à être OK avec cette PlayStation. Ouais. Et d'ailleurs, ce serait une division spécifique, en fait. Cachée même. Sony. Dans Akihabara, ils vont être planqués pendant longtemps. Non, mais ils vont être planqués longtemps sans fenêtre, sans rien. Non, mais sans fenêtre, sans rien. Et alors, en gros, c'est comme le sélectionneur de l'équipe de France. Si vous gagnez, on a gagné. Ouais. Si vous perdez, ils ont perdu. Voilà. Donc, la direction n'ira avoir une connaissance de vos activités. Exactement. Alors, ça se passera très bien, même plus que bien. C'est la première console à dépasser les 100 millions de ventes, les 100 millions d'unités écoulées. Donc vraiment, on est dans le grand succès. Ils vont faire au moins 15-16 itérations. Enfin bref, c'est un chiffre assez colossal. L'une des vraies nouveautés aussi, c'est la manette. Oui, la manette. Il y a une histoire aussi. Oga reçoit, donc le patron de Sony reçoit cette manette et dit c'est génial, elle est super, etc. Je la veux. Et puis on lui présente à un deuxième rendez-vous une manette plus plate, plus enfantine, un peu comme celle de la Super Nintendo qui devait résister, un peu comme la de la Nintendo qui devait résister si un gosse marchait dessus en gros. Et là il dit mais c'est pas possible, il la jette. Enfin bref, grosse furie, grosse colère et on revient à cette ancienne avec les fameux 4 boutons. C'est quoi les symboles qu'il y a sur les boutons ? Ça a une signification ? Ça a une signification. Alors on l'a un peu oublié. Mais là, par exemple, le triangle, c'est la montagne, c'est le point de vue, ça permettait de changer de caméra, par exemple, d'angle de caméra. Le carré, c'est la feuille blanche, ça permettait d'aller au menu, tout simplement. Alors, on a un problème culturel avec la croix et le rond, puisque chez les Japonais, le rond, c'est plutôt oui, et la croix, c'est plutôt non, et chez nous, c'est plutôt l'inverse. Le 0, c'est pas génial, et la croix, OK, on coche le oui, etc. Et de fait, on était plutôt dans cette acception symbolique autour de ces symboles qui sont devenus, là aussi, coup de génie marketing. Il suffit de voir ces 4 symboles-là. C'est devenu un standard. On sait chez qui on est. Oui, ça a été transposé, mais pas imité forcément chez les autres. Ça c'est la PlayStation. Moi je me souviens du lancement de la PlayStation 2. J'avais eu la chance d'y assister au Japon. L'émeute. Et c'était, mais ça n'avait rien à voir avec les grands shows qu'on a aujourd'hui. C'était presque intimiste. Alors il y avait des centaines, peut-être pas des centaines, mais des dizaines de journalistes, et notamment de journalistes japonais avec des caméras. La télé japonaise s'intéressait à ça. Et puis on nous a soulevé un drap un peu miteux. Elle est là. C'était à la bonne franquette, c'était amusant. Bref. Jean, côté jeu, évidemment, ça a tout changé aussi. C'est quoi les 2-3 jeux mythiques de toute l'histoire de la PlayStation ? Tomb Raider, forcément, avec Lara Croft, qui change aussi la donne, parce qu'on a une aventurière. Alors aujourd'hui, elle est caricaturée. Ce serait plutôt quelque chose dans un univers machiste. Or, les filles jouaient à Lara Croft pour son côté plutôt quasiment libertaire, en tout cas aventurière, indépendante. Resident Evil pour se faire peur.
Alors aujourd'hui, c'est injouable. Hein. Autant se le dire franchement, Ah ouais. Jérôme, c'est très difficile, la manette, tout ça, il n'y a plus les bons sticks, ils ne sont pas encore là, c'est difficile de jouer avec la caméra, mais le jeu reste mythique et encore très très bien fait. Et puis Wipeout, pour le jeu de bagnole, absolument rapide, futuriste, un peu science-fiction, ça c'est resté vraiment dans les codes. Votre préféré, c'est quoi? Moi, c'est un RPG, moi, ça c'est plutôt Suikoden 1 et 2, qui sont des jeux d'aventure inspirés de la Chine médiévale et absolument génialissime. Mais c'était encore du jeu à l'ancienne, mais extrêmement bien écrit, là pour le coup. Et vraiment, ça allait très bien. Puis il y a Final Fantasy VII, ça c'est pour le cœur. Parce que Final Fantasy VII, voilà, c'est l'entrée du RPG japonais dans le cœur des Français. Des millions de ventes pour un jeu de RPG quand même exigeant, au long cours. Et ça a vraiment changé la donne. Elle a changé beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Ouais. Et alors justement, dans 25 ans, si on se projette, Jean Z, ce sera quoi la PlayStation? Est-ce qu'il y aura encore une PlayStation? Voilà, on entre dans l'ère du jeu vidéo dématérialisé. C'est la question piège, parce qu'à chaque fois on dit est-ce que la console disparaîtra? Je crois pas. Je crois pas du tout parce que le jeu vidéo se repose sur la techno et la techno est de plus en plus gourmande. On est au Blu-ray, peut-être qu'on sera au Blu-ray x25 dans 25 ans. Or, on est au online aussi aujourd'hui. Oui, mais enfin le online, c'est-à-dire que qui a la fibre dans les centres urbains? Moi j'ai une maison de campagne, je peux vous dire que la fibre on en est loin. Ah oui. Et la 4G on n'y touche pas encore, mais on la voit miroiter un peu de loin. Donc il faut être aussi un peu, j'allais dire, le cloud gaming demande quand même la fibre. Le cloud gaming c'est le fait de jouer à distance. Hein. Vous n'avez plus le jeu chez vous, effectivement, une télé connectée suffirait. Hein. Le jeu est joué dans les serveurs et vous ne recevez plus que l'image vidéo. Mais on est encore loin aujourd'hui. Et dans 25 ans, est-ce que tout le monde aura la fibre? On peut nous le promettre. Je n'en suis pas sûr. Et de plus, les besoins technologiques du jeu vidéo auront peut-être décuplé. On sera vraiment peut-être dans le photoréalisme le plus total. Et on aura encore besoin de plus de ressources Internet pour faire fonctionner tout ça. Très bien. La fibre, justement, la connectivité, on va en parler dans un instant avec Amélie Charnet, avec ce système complètement fou de plateforme en haute altitude pour apporter la connexion Internet partout. Juste avant cela, coup d'œil sur notre question 01net Orange. On parle donc de la PlayStation et de la Xbox. Est-ce que vous êtes plutôt PlayStation ou Xbox, vous ? À votre avis, Jean Z? Plutôt sans regarder l'écran. Plutôt PlayStation. En 72% PlayStation contre 28% Xbox. Il y a quand même une domination. Il n'y a pas photo finish. Encore énorme. Bon, super. Merci beaucoup, Jean Z. Merci à vous. Merci d'être passé nous voir sur le plateau de 01 Hebdo. Et tout de suite, on retrouve Amélie Charnet. Bonjour Amélie, comment ça va? Bonjour. Amélie, notre spécialiste télécom à la rédaction de 01net. Et donc dans 01 Hebdo, alors c'est vrai que c'est un projet dont on parle depuis quelques temps, mais on sentait que c'était encore un peu brumeux. Ça devient une réalité, ce système de plateforme en haute altitude pour apporter de la connexion Internet un peu partout dans le monde? Oui, alors le terme plateforme de haute altitude, c'est fait un petit peu administratif, oui, formulaire D45, c'est le terme officiel. Mais les gens utilisent l'acronyme anglais APS, H-A-P-S, qui veut dire la même chose en anglais. D'accord. Donc maintenant, il faudra dire APS. Apps, alors, ça fait très longtemps qu'on en parle. Il y a des projets depuis 10 ans. Google bosse dessus depuis 6 ans. Les ballons Loon, on en a tous un peu entendu parler. Absolument, les fameux ballons Loon. Voilà, donc c'est des dirigeables, parfois isolés, parfois en réseau à plusieurs, qui peuvent apporter de la connectivité. On les a vus rétablir les communications à Porto Rico après un ouragan. Et là, c'est la première fois qu'on s'est dit, tiens, la techno vaut peut-être le coup. Et là, il y a eu la conférence mondiale des radiocommunications qui a accordé des bandes de fréquences. Et donc, il va y avoir de la bande passante dédiée. Ça y est, c'est décidé au niveau international. Il y en avait déjà un petit peu, mais là, il y a vraiment suffisamment de bandes passantes pour qu'on puisse ouvrir un marché, et donc les industriels sont à fond dessus. D'accord. Alors, comment ça marche? C'est comparable aux satellites ou c'est très différent? Alors, justement, on les appelle aussi, parce qu'il y a d'autres petits noms, on les appelle des pseudo-satellites, donc parce qu'ils vont jouer le rôle de complément, en fait, du réseau satellitaire ou du réseau terrestre. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus bas? Ils sont beaucoup plus bas, ils sont à 20 km au-dessus de la Terre, donc bien en dessous des satellites. Un satellite, c'est 36 000, c'est ça? Alors ça, c'est les satellites géostationnaires, mais les satellites non géostationnaires,
Ça peut être ça peut être 3000 km. Beaucoup plus haut, d'accord. Donc ils sont bien en dessous, mais ils sont au-dessus des avions quand même. Hein. Ah oui. Au-dessus du couloir aérien. On soit rassuré. Donc il va y avoir un petit travail de réglementation quand même à faire pour déterminer des règles pour des couloirs, hein, tout simplement. Ouais. Mais ils sont stationnaires ? Alors ils sont quasiment stationnaires parce que c'est quand même difficile. Il y a tout un jeu à avoir avec le vent. Google a fait beaucoup de recherches là-dessus. C'est un peu comme quand vous faites de la voile. Donc il faut, pour aller d'un point A à un point B, vous n'allez pas tout droit. Il faut prendre le vent, ou quand vous faites de la planche à voile, il faut dériver, il faut virer de bord, il faut empanner. Donc, je vois que vous parlez de la planche à voile avec un niveau de connaissance étonnant. Donc c'est pas évident. Maintenant, ils maîtrisent assez bien les techniques, à la fois pour essayer de rester stationnaire. Donc c'est quand même des engins. Alors pour être très très précis, c'est soit des dirigeables, soit des espèces de drones en fait. D'accord. Ils peuvent stationner jusqu'à 6 mois quand même dans un endroit localement. Donc, Donc ils sont pilotés, après on ajuste leur positionnement manuellement ou de manière automatique. Ils sont pilotés à distance, il y a de l'intelligence artificielle à bord, donc ils sont en partie autonomes pour prendre des décisions, pour savoir où se diriger et comment stationner sur place. Et le très grand avantage, c'est que c'est hyper flexible, c'est aussi flexible qu'un drone en fait. Donc si vous avez une catastrophe naturelle, avant vous aviez l'association Télécom Sans Frontières qui prenait un avion, qui arrivait sur place, qui devait en fait installer une antenne satellite. Et le temps qu'elle fasse ça, il y avait une semaine qui s'écoulait avant de pouvoir rétablir des communications. Là, ça peut remplacer en fait une station de base du réseau satellitaire. Vous envoyez le ballon où... alors, Airbus et Thales ont aussi leur projet. Donc, Thales, lui, il a son Stratobus. Donc, c'est une espèce d'énorme ballon dirigeable, un peu comme un zeppelin, qui fait 100 mètres de long. Donc, vous l'envoyez et Oui, on l'aperçoit là. Vous n'avez pas besoin d'accéder au site. Donc, s'il y a une guerre, c'est pareil. Et s'il y a une zone accidentée, vous n'avez pas besoin d'être sur place. Vous envoyez au-dessus. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être au sol. Ouais. Mais donc, c'est une technologie qui est plutôt adaptée comme ça à des situations de crise, des catastrophes, des guerres, etc. C'est pas pour fournir de l'Internet de manière permanente à des populations. Aussi. Donc, on a ces situations de crise. Ça sera toujours de façon saisonnière. Alors, j'en parlais hier avec quelqu'un d'Airbus, parce qu'ils ont aussi leur projet qui s'appelle Zephyr. Je leur disais, est-ce qu'on peut imaginer que l'hiver, au-dessus des stations de ski, on est des ballons, et puis l'été, au-dessus des stations balnéaires? Et ils me disaient, pourquoi pas. Bon, peut-être qu'en France, on aura tellement une bonne couverture qu'on n'en aura pas besoin, mais ça peut être saisonnier pour un événement sportif, pour un événement musical. Pourquoi pas. Et en termes de performance de connexion, Amélie, ça donne quoi en débit, montant, descendant, etc. Alors déjà, c'est considéré par la conférence des radiocommunications comme un service fixe. Curieusement, bon, mais ça pourra tout à la fois servir à doper le service 4G mobile ou le service fixe, en fait, ça pourra faire les deux. Donc, en fait, on aura une latence qui sera moins grande qu'avec un satellite, puisque ces plateformes seront plus prêtes, et avec des débits équivalents à la fibre optique ou à la 4G. Y compris en upload ? Ah, c'est un upload, je ne sais pas. Mais on en est au tout début des expérimentations. Oui, bien sûr. On en est vraiment qu'au début de l'histoire, en fait. En fait, finalement, pour l'instant, le seul problème, c'était la batterie, parce que tout ça fonctionne à l'énergie solaire. Et donc, la nuit, tout se décharge. Et il fallait que ces engins puissent tenir, en fait, avec des batteries suffisamment costauds. Et le problème, c'est que plus les batteries étaient performantes, plus elles étaient lourdes. Donc là... Toujours la même équation. Voilà. Ce problème de batterie semble résolu. Et maintenant, il y a le problème du modèle économique. Que veulent les clients finaux? Alors, les clients finaux, c'est Facebook, c'est Google, c'est peut-être des opérateurs. Donc, voilà, le modèle économique va être ajusté, mais les industriels sont... Eux, ils sont dans les starting blocks. Ça pourrait démarrer... 2022. 2022, d'accord. Dans quelle région, on sait? Alors, pour l'instant, ce serait plutôt les zones rurales isolées. Donc, il y a l'Australie, l'Afrique, l'Asie. Mais... il y a aussi les militaires et les gouvernements qui s'y intéressent, donc pour faire des missions d'observation, de reconnaissance. Pourquoi pas observer les feux de forêt pendant l'été en France, dans le sud, parce qu'on va les détecter beaucoup plus vite. Ça ne coûtera pas beaucoup d'argent, ça ne polluera pas. Ça a quand même un certain nombre de qualités, oui. Finalement. Voilà, mais toujours en complément. Ça ne remplacera jamais une technologie, ce sera toujours un complément temporaire et très localisé. Parce que la connectivité se fait, ça va du sol vers le ballon et ensuite du ballon vers le sol à un
un Alors, autre il y a endroit, deux c'est ça possibilités. Donc, soit l'antenne à bord du dirigeable ou du drone va se connecter à un satellite, soit elle va se connecter à d'autres antennes terrestres au sol. D'accord, ok, très bien. Bon, alors comment on appelle ça? Faut pas dire Apps. Apps, voilà, apps. Voilà. Donc retenez bien ce nom, apps, ces petits ballons Voilà. qu'on verra peut-être un jour. Et donc, juste pour rappeler, donc, Oui. Boeing est sur le coup, Airbus est sur le coup, Thales est sur le coup, Facebook, Google et SoftBank. D'accord, donc on peut penser Donc, il y a que, du monde, il y a du voilà, monde, motivé. c'est un gage quand même de crédibilité. Hein. Ouais, ouais. C'est pas juste, c'est plus seulement Google qui s'amuse dans son coin à dépenser son argent. Hein. C'est peut-être un moyen vraiment sérieux pour accéder à Internet dans le futur. Super. Merci beaucoup Amélie Charnet. Parfait. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet télécom. L'année prochaine, je pense. Et même l'année prochaine. Eh ouais. Ah oui, carrément. Ah oui, bon, l'année prochaine, Amélie. Hein. Ok. Bon réveillon, joyeux Noël et bonne année. Bonne fête. On va parler de smartphone tout de suite, car un 01 hebdo sans smartphone ne serait pas vraiment un 01 hebdo. Déjà, sans François Sorel, c'est pas 01 hebdo. On fait ce qu'on peut, hein. Mais sans smartphone, ce serait pire. Et le smartphone, c'est le rayon de Nicolas Lelouch, tout de suite. L'homme des smartphones. Rebonjour Nicolas Lelouch. Bonjour, comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va bien, Ça merci. fait longtemps, dis-moi, Ouais, Jérôme. c'est sûr. Alors, revenons à cet étonnant appareil que tu as Oui, entre les mains, c'est étonnant, appareil. avec un look Qui a un look très futuriste, ouais. très moderne. fait assez Galaxy. Ce qui est un sur petit peu l'avant. dommage, c'est qu'il y a beaucoup de choses très positives à dire sur cet appareil, mais en fait, Ouais. on va pas avoir beaucoup de temps pour en parler. On va surtout parler de ce qui ne va pas. Juste, on fait un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que ce produit. Hein, bien Oui. sûr, Huawei Mate 30 Pro, c'est le dernier smartphone haut de gamme de la marque chinoise Huawei. Donc, du coup, c'est l'écran le plus incurvé jamais sorti sur un smartphone en Europe. Hein. Ça dépasse tellement sur les Ah, côtés. ça va plus loin que chez Samsung. Il n'y a plus de place pour les boutons de volume. Ils sont devenus tactiles pour dire à quel point il y a eu D'accord. un effort de ce côté-là. Il y a 4 appareils photo, dont 2 qui sont des capteurs géants. Ça permet de voir la nuit, ça permet Ouais. de filmer. J'aime bien cette roue là derrière. C'est original, hein. C'est assez joli. Le design est vraiment fantastique. Ah, ouais, le ouais. produit en termes de specs est monstrueux. Ça, c'est une version 4G, mais il y a évidemment une version 5G qui est dispo dans les pays où il y a de la 5G. C'est pas le cas de la France. Ouais, bien c'est sûr. la raison pour laquelle on n'en a pas. Mais en tout cas, c'est un super produit. C'est aussi un prix très élevé, c'est 1099 €. D'accord. Donc c'est un ultra haut de gamme. Sauf qu'il n'a pas de chance, il est tombé. Pardon, oui, quelle taille d'écran? Je l'ai plus en tête, mais on est dans les 6,5, D'accord. on est sur le très haut. Mais ce que je vous allais dire, c'est qu'il est tombé au mauvais moment, Un ce produit. traquenard. Il est tombé. C'est le premier smartphone Huawei qui n'a pas de service Google, puisqu'il est victime de la guerre entre la Chine et les États-Unis. Et donc, du coup, le gouvernement de Donald Trump a interdit aux entreprises américaines de travailler avec Huawei. Mhm. Donc, du coup, dans l'État, Google n'a pas pu donner de licence Android à ce téléphone, et donc ce téléphone n'a pas de service Google, n'a pas de Play Store, n'a aucune application Google. Et un smartphone Android sans service Google, forcément, c'est pas vraiment un smartphone. Oui, quand on avait vu ça, on s'était dit... Est-ce que ça peut être un smartphone Justement, utilisable malgré tout c'est le test que je suis en train de faire depuis quelques jours, et on pouvait se dire de base, ok, ça va être compliqué, ça risque d'être très mauvais pour Huawei, sans application Google, ils vont perdre des choses. Tous les scénarios qu'on a imaginés, en fait, c'est pire. Vraiment. Dieu. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison simple. J'ai listé quelques applications ici que j'utilise tous les jours sur mon téléphone. Bankin, qui est un gestionnaire de compte en banque, ça marche pas. Ouais. Uber, ça marche pas. Ça marche pas, c'est-à-dire qu'on les trouve Ça- pas. Oui, déjà, aucune application on les trouve. Il y a plus le Play Store, donc du coup, on est obligé de passer par le Huawei App Gallery et il n'y a rien. Il n'y a aucune application là-dessus, Oh là là. c'est vide. Donc du coup, il faut télécharger les applications en passant par des sites clandestins, entre guillemets, bourrés de pubs. Vous n'êtes pas à l'abri de choper un virus. Donc déjà, Oui, en là, téléchargeant ça les part mal. APK, C'est on etc. télécharge les APK, on installe manuellement, on n'a pas de mise à jour. Donc les applications ne seront pas Oh, mises à mon jour, Dieu. c'est les nouveautés. Déjà, c'est la catastrophe. Alors, Mais bon, quelles autres on applis continue. Waze, ça fonctionne pas. Snapchat, ça fonctionne pas. Évidemment, les applications Google, YouTube, Google Pay, Google Traduction, Google Maps et compagnie, ça fonctionne pas. Ouais. Les applications bancaires, Revolut, caisse d'épargne, comme ça, ça fonctionne pas. C'est même pas quand je dis que ça fonctionne pas, c'est que ça ne s'ouvre pas. Ça ne peut pas fonctionner parce que ça nécessite les développeurs utilisent les API Google et pas leurs propres API. Ouais. Donc du coup, sans service Google, il manque un truc, l'application elle est cassée. Ça peut pas fonctionner, il n'y a pas de fonctionnement possible. Bah, en vrai, Vous- c'est peut-être un smartphone spécial détox, quoi.
Ah oui, mais alors c'est extrême. Enfin, après, autrement, à la configuration, vous ne pouvez pas restaurer votre compte Google. Du coup, si vous aviez un smartphone Android avant, vous ne pouvez pas retrouver vos contacts. J'ai trouvé une bidouille. Il faut installer Microsoft Outlook, il faut installer Google Chrome, qui ne marchera pas, mais il faut quand même l'installer, se connecter à son compte Gmail et synchroniser ses contacts. Ça marche. Mais bon, c'est un enfer. Et après, le pire, c'est ma dernière découverte, c'est que les applications comme MyCanal, comme Molotov, comme Netflix et compagnie, elles utilisent un DRM qui s'appelle Widevine L1, qui permet d'éviter le piratage des contenus. Le problème, c'est que ce DRM, il s'appuie sur les services Google. Donc du coup, la télévision en direct, Netflix et compagnie, ça ne marche pas sur ce téléphone. Alors finalement, l'Android pur, mais pur, c'est un rêve, quoi. C'est la découverte qu'on en fait, c'est que limite, moi, ma conclusion de tout ça, c'est que Huawei n'est pas fautif, Huawei est une victime, mais Google est une entreprise qui a créé un monopole si grand. C'est bien beau de faire semblant, on est l'alternative ouverte à Apple, on est le projet qui est disponible pour tout le monde, sauf qu'en réalité, ce dont on se rend compte là, c'est que non, c'est faux. C'est que Google contrôle tellement toutes les applications que si Google ne donne pas son accord pour un téléphone, ce téléphone est inutilisable. Et donc, évidemment, il y a des méthodes, vous allez certainement nous le faire remarquer, mais il y a des méthodes pour installer les services Google sur ce téléphone. Maintenant, pourquoi on ne vous les recommande pas ? Déjà, la plupart d'entre elles sont très compliquées. Ça nécessite d'utiliser un autre téléphone, de récupérer son cœur, de récupérer les services Android, de faire un transfert. C'est compliqué, ça ne fonctionne pas à tous les coups et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Ouais. Et surtout, les méthodes les plus simples, on l'a fait sur ce téléphone, on l'a retiré au fur et à mesure. On s'est rendu compte que les installateurs pour avoir les services Google sur le Mate 30 Pro, contiennent des petits logiciels chinois qui sont des backdoors qui peuvent envoyer des données en Chine. On ne sait pas si c'est exploité ou non. Maintenant, tous les logiciels le détectent comme un virus. Dans l'état, on ne peut pas vous recommander d'installer les services Google là-dessus parce que toutes les méthodes ne sont pas bonnes et Huawei lui-même ne propose pas d'alternative pour le faire. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti finalement ? Puisqu'on sait qu'à un moment, il y avait il a été annoncé en septembre. Une période de flottement, voilà, il a été annoncé. 3 mois de flottement. Ils avaient maintenu l'événement du lancement avec... ils ont fait venir Ils ont fait un gros événement mondial où ils n'avaient rien à dire parce que le produit était un petit peu étouffé par toute cette histoire. Pourquoi ils l'ont maintenu ? Il y a 2 raisons. Déjà parce que c'est une question de fierté. On sait que c'est très important dans la culture chinoise et pour les marques chinoises. Ils ont promis que ça arriverait avant la fin de l'année. Ça paraît logique de le sortir. Aussi parce qu'il y a un commerce un petit peu clandestin qui consiste à passer par l'importation, qui s'organise pour les fans de la marque. Et Huawei veut y couper court. Donc du coup, en faisant ça, c'est eux qui le vendent. Maintenant, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'il est en vente que sur le site de Huawei. Il n'est pas en vente chez les opérateurs, il n'est pas en vente à la Fnac et chez les autres vendeurs. Et donc, du coup, le but est vraiment de s'adresser à un public très geek, un public qui le veut quoi qu'il arrive, parce que ils ont envie de voir son appareil photo, ils vont installer les services Google clandestinement. Ça rajoute de l'intérêt. Mais bien sûr, ça rajoute de l'intérêt à ce produit qui est tout simplement... Moi, je vous le dis, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Je pensais très sincèrement que ce téléphone allait être l'occasion de vivre un peu sans Google et d'éviter ces services. Et je me disais, c'est une bonne chose. J'ai peut-être adoré ce téléphone, me dire, ok, j'ai plus le service Google, mais j'ai des alternatives. Le problème, c'est qu'aucune alternative ne fonctionne. Et donc, ils sont vraiment dans une situation très compliquée, Huawei. Oui, alors, oui, parce qu'il y en aura peut-être d'autres derrière qui vont connaître. À l'heure actuelle, aucun nouveau téléphone ne peut sortir chez Huawei. Ils en sont où de leur système d'exploitation ils ont reconnu, après avoir fait croire pendant longtemps que c'était une alternative à Android, qu'il faudra des années de développement et qu'ils ne sont absolument pas prêts à travailler avec Android et que la solution pour eux est un accord de paix entre Trump et le gouvernement chinois. Bien sûr. Ouais, ils sont vraiment les dindons de la farce. Pour le coup, oui. Et d'autant plus qu'on a appris cette semaine que l'administration Trump considérait de mettre des sanctions encore plus lourdes pour faire pression sur la Chine, ce qui fait qu'ils aimeraient leur empêcher de se fournir en composants fabriqués à l'étranger, donc ça ne concernerait même plus les États-Unis. Et disons que pour Huawei, ça tombe très mal parce que c'était une entreprise qui était en train de monter et qui se retrouve prise au piège par un scandale qui n'a absolument rien à voir avec elle au final. Oui, absolument. Bon, écoutez, histoire à suivre, évidemment. On va suivre ça, on le testera, il y aura un test d'ici une semaine, 10 jours, le temps de bien tester ce produit, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, et le test évidemment va lui laisser sa chance comme à n'importe quel autre smartphone, en prenant en compte est-ce que c'est un bon design, est-ce qu'il est puissant, est-ce que l'appareil photo est bon, on va beaucoup tester l'appareil photo de ce produit. Maintenant, c'est sûr qu'on aura un papier qui sort ce week-end sur les services Google, et voilà, vous l'avez compris, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Bon, ok. Merci beaucoup Nicolas Lelouch. Merci beaucoup Jérôme. Tout cela à retrouver évidemment en détail par écrit sur 01net.com, tu viens de le dire, dans quelques jours. Vous restez avec nous, c'est 01 Hebdo qui continue et nous allons retrouver dans un instant notre Jordan Cossino pour les insolites du web.
Jordan, comment ça va? Bonjour Jérôme, comment ça va? Très bien, très bien. Merci d'avoir patienté jusqu'à... J'ai vu ça, et j'ai vu qu'on a en plus, si on peut le montrer, on a un petit sapin dans le studio. Je sais pas si c'est possible. C'est vrai, on est quand même très beau. Attends, le temps qu'on tourne la caméra, voilà, regarde. Et ça c'est quand même une super belle déco de Noël. Écoute, merci d'y avoir pensé. C'est complètement de saison. Merci d'y avoir pensé. C'est mieux de le faire toi qui as maintenant fait les décorations et tout, ça me fait super plaisir. Oui, Une mais... petite guirlande. J'espère que c'est une guirlande connectée. C'est important. Alors, je ne sais pas si elle est connectée, donc je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Tiens, on est de plus en plus low-tech, en fait. Regarde. Avec des smartphones sans appli, avec... J'adore le smartphone, tu ne peux rien installer finalement. Exactement. C'est une œuvre d'art, en réalité. C'est une icône du design. C'est un peu extrême, mais c'est une très bonne détox. Bon, alors, de quoi on parle cette semaine? Eh ben, tu peux y aller parce qu'on a du temps. Pas que de sapin de Noël. C'est vrai, faut pas me le dire deux fois. Pas que de sapin de Noël. On va parler des 3 produits que je vous ai un peu trouvés sur Internet. Tu le sais. Et là, on va commencer par un produit qui est fait pour toi si tu as un chat. Moi, j'ai pas de chat, malheureusement. Eh bien, écoute, ça peut se trouver. Alors, puisqu'on en parle. On a vraiment beaucoup de temps. Non, mais c'est un drame. Moi, je veux un chat. Ma femme veut pas. Il y a un si tu conflit. veux. On peut en discuter. Écoute, en tout cas, cet objet, si ta femme accepte que tu aies un chat, il est plutôt pas mal. Il s'appelle Ebo. On va le voir en vidéo. C'est un produit qui a quand même récolté 260 000 €. Ah, il est beau, Ebo. Oui, il est très beau et beau. François n'est pas là. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était typiquement une blague qu'aurait pu faire François, ça. Ce produit, en fait, il est fait pour un peu amuser ton chat. C'est une espèce de petite cam sur roulette où tu peux utiliser un laser pour envoyer. Il y a une petite plume dessus pour un peu l'amuser. Tu peux déplacer ta petite boule de caméra un peu partout chez toi. C'est un jouet connecté pour chat. Ouais, voilà, en fait, que tu contrôles ou que tu peux laisser jouer de manière autonome. Et en fait, reconnaissance faciale. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il peut aussi, quand il est autonome, il suit juste la tête de ton chat et il bouge et il fait sa petite vie, tu vois. Quand tu le contrôles toi, tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Mais quand il est en mode solo, il reconnaît la tête de ton chat et il bouge en fonction. Et tu lui envoies des petits trucs. Tu peux même enregistrer les vidéos de ce qu'il a fait si tu veux voir comment ton chat s'amuse avec une plume. Tu peux mettre des filtres sur ton chat pour lui mettre un petit chapeau. C'est le côté. Le chat peut poster lui-même ses photos sur Instagram. C'est ça, il y a une option où il tape sur la caméra. Tu peux calculer le nombre de pas. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont possibles. Tu as une petite appli compagnon qui va avec pour avoir vraiment tous les stats que tu veux. Il détecte les obstacles, du coup, évident, pour pas qu'il se prenne ton mur, ton meuble ou ce que tu veux. Ouais. Truc qui est plutôt rigolo, c'est comme comme ton aspirateur. Quand il a plus beaucoup de batterie, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne se charger. Exactement, il retourne sur sa base en fait quand il a plus trop de batterie. À moins à condition que le chat n'est pas foutu dans un. Oui, après si le chat l'a foutu dans le ravin, ou je sais pas quoi. Ça va être compliqué. Mais dans l'idée, là il te montre qu'il mappe un peu ta pièce, mais quand il a plus beaucoup de batterie, oui, il retourne sur sa petite base. Regarde comment ils sont trop mignons ces petits chats en plus. S'il a plus beaucoup Qui est-ce qui fait ça? C'est une boîte qui s'appelle Ebo. Le produit s'appelle Ebo. D'accord. C'est des Américains, des Chinois? Écoute, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Mais voilà. Mais on plaisante. Mais alors déjà, pourquoi ce type de produit? Parce que c'est un vrai marché. Ah bah bien sûr. Les animaux de compagnie, c'est un marché énorme. On le sait. Tu vois bien que les animaleries sont toujours remplies. Etc. Exactement. Et c'est une vraie tendance. Et au CES de Las Vegas l'an dernier, je me souviens qu'il y avait énormément d'innovations pour les animaux de compagnie. Mais ça m'étonne pas. J'avais pas vu ça, donc bravo pour cette. Potentiellement, tu les verras peut-être cette année. Je leur souhaite en tout cas. Pour le prix, ça serait aux alentours d'à peu près 140 €. Ce qui est cher. Ouais, après, on sait très bien que les trucs pour animaux, ça coûte toujours très cher. Tout ce que tu veux, sûr. les habits pour animaux, tout ce que tu veux pour animaux, ça coûte Les habits pour animaux. Mais oui, bien sûr. Tu habilles ton chat, toi? Non, mais j'ai pas de chat, j'aimerais bien. On continue. Oui, c'est sympa un chat. Oui, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec un produit incroyable que vous avez sûrement déjà vu parce que ce produit avait fait le buzz et tout le monde l'a déjà vu une fois, mais il va sortir. Ça s'appelle Print Cube. Tu l'as sûrement vu. C'est un espèce de petit bloc que tu prends et c'est une imprimante qui te permet d'imprimer sur ce que tu veux. Avec, alors c'est pas ça, puisque ça c'est une table. Mais on peut en parler. C'est pas le même sujet, ça. Là, c'est exactement ça. Voilà. Okay. Donc c'est ce petit cube qui te permet d'imprimer sur ce que tu veux. C'est rigolo. Tu as forcément vu. Je suis sûr que tu l'as déjà vu passer. Oui. Il y a eu beaucoup de pubs. Ils ont quand même récolté 3 millions d'euros. Donc ça commence à être un gros projet à ce prix-là. C'est prévu pour ce mois-ci. Donc ça arrive. Ce truc-là va sortir. Et je trouve ça complètement incroyable de voir que tu as ce petit cube qui te permet finalement d'imprimer sur ce que tu veux, même sur la peau. En fait, tu peux en faire sur ce que tu veux et ce que tu veux. Oui, surtout. En fait, voilà, pareil, ça fonctionne avec une appli dédiée et tu peux faire ton motif. Si on voulait faire des mugs 01 hebdo, on pourrait prendre cette petite imprimante, on va appeler ça comme ça. Après, je demande à voir la qualité quand même. C'est toujours le problème. Mais sur le papier, moi
moi je juge les produits sur ce que les marques proposent. Sur ce que la marque Oui. propose, c'est quand même plutôt cool de te dire que voilà, tu veux personnaliser ton t-shirt, bam, tu peux mettre ton logo, tu veux personnaliser, Eh ça oui. fonctionne sur du. Je t'ai noté. Pour les enfants en bas âge, tu sais, il faut mettre le nom dans le Dans le pull. dos du t-shirt. Dans le dos du t-shirt, J'ai noté, ça fonctionne sur papier, métal, plastique, cuir, carton, bois, peau et encore plein d'autres trucs. Mais Cool. enfin, t'imagines le nombre de possibilités de choses, même sur un mur, tu veux faire un peu de déco, t'as pas forcément un budget illimité. Très sympa. Ouais, c'est Pour- très cool. Juste pour la connecter avec ton smartphone, tu as un petit QR code, tu le scannes et ils disent eux que tu peux, en termes d'autonomie, parce que tu te doutes bien que c'est un peu, il y a un peu de composants électriques dedans, Ouais. tu peux imprimer pendant 6 heures à la suite. Oui. Faut Je sais avoir pas envie. Faut avoir envie d'imprimer 6 heures d'affilée. Faut avoir beaucoup de choses à Qu'est-ce que tu imprimer. fais ce week-end? Bah, j'imprime. Bah, j'imprime avec mon petit j'imprime, truc, j'ai fait mettre toute ma maison comme ça, voilà. C'est un peu long, mais voilà, t'as 20 templates que tu peux enregistrer dans la petite appli et la boîte. Je trouvais ça rigolo. C'est et sorti ou pas encore? ça sort ce mois-ci. Ça va coûter 98 € si tu le finances, et Ouais. si tu le finances pas, le double, 180. J'ai une très bonne question de Laure dans mon oreillette. Si Ça tu fonctionne laves sur ton... le chat Non. Non, non, ça fonctionne pas. Il faut Ça, pas le ouais, faire. ça serait Faut une pas le autre faire si sur bonne le chat. question. Non, est-ce que, à ton avis, ça tient? C'est indélébile sur le t-shirt ou on peut le laver le t-shirt? Alors, je pense, parce que c'est de l'encre en fait, hein, donc Ouais. je pense que tu dois pouvoir l'enlever. Maintenant, c'est fait pour rester un petit peu. Après, c'est aussi fait pour aller sur la peau. Tu te doutes que tu te fais un truc Apple ou Samsung, t'as peut-être pas envie qu'il reste sur ta peau toute Non. ta vie. C'est pas donc non, c'est pas du permanent. Maintenant, sur un t-shirt, je pense que ça tient Ouais. un Après, il y petit a peu quand même. peut-être plus différents types de cartouches ou d'encre, je sais pas Oui, quoi. alors pour l'instant, Du ils n'ont pas permanent, du détaillé, pas mais voilà. permanent. Et puis Ouais, surtout que si tu le laves, et bah, au pire, en fait, c'est pas plus mal, puisque ça veut dire que tu peux repersonnaliser. Tu vois, si je voulais faire un faux t-shirt, et ben j'aurais pu mettre un petit cheval et le lendemain Oui. mettre un crocodile. Ah, mais après, c'est de et la- le lendemain mettre autre chose. C'est la contrefaçon, fais gaffe. Non, mais hein. un cheval, je t'ai pas dit celui-ci. Mettre un cheval, il y en a plein. On peut trouver plein de chevaux, finalement. C'est hein. sûr. Moi, j'aime C'est sorti ou pas? Tu l'as dit? Je te dis 3 fois, mais je vais mettre la répéter. Ça sort en décembre, mais j'aime bien répéter. C'est bien. Ça sort quand? En décembre. Ok, ça sort en de décembre. cette année. Et ça coûte 99 €. Oui, si vois, tu j'ai finances et si retenu. tu finances pas 180. Ouais, voilà. Le dernier, Allez, le dernier. ça me tient un peu à cœur parce que c'est. Les autres, tu t'en foutais en fait. Non, mais lui particulièrement, j'ai une petite émotion quand je t'en parle parce que c'est mon projet. Non, je rigole. Non, parce que c'est le projet d'un Français déjà, qu'il est tout seul, qui s'appelle Tom, c'est un Nantais. Et donc, il a mis son projet sur les plateformes de financement participatif, ça s'appelle Pixit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. le fameux C'est cette table. Alors, lui, il n'a pas encore financé sa campagne. Et c'est pour ça que je me dis que bon, on peut peut-être lui donner un petit coup de pouce aussi. Bah oui, bien sûr. Il a besoin de 10 000 € pour réaliser son produit que je vais vous expliquer. Pour l'instant, il a 1 700 €. Il lui reste 3 jours de campagne, donc ça finit très vite. Et en fait, son produit, je le trouve assez fou. C'est une table dans laquelle tu vas avoir des LED, pas un écran à base de LED, juste des LED qui vont former un écran et sur laquelle tu vas pouvoir jouer à des jeux rétro, à du Pong, à du Snake, etc. Dans ta table, tu as des haut-parleurs, tu as des ports USB pour connecter des manettes pour jouer, tu as la possibilité de recharger ton téléphone sans fil et je trouve que cette table est juste incroyable. Alors, c'est très cher, on va pas se mentir, je vais vous dire tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de financer en achetant la table, vous pouvez financer à hauteur de 10, 20, 30 €, enfin ce que vous voulez. Mais la table, in fine, coûte 1 450 €. D'accord, ouais. Donc c'est cher, on est d'accord. Mhm. Mais je trouve le produit tellement fou et C'est très insolite. ouais. et sur son descriptif, il explique que voilà comment il est arrivé à créer ça. Et je trouvais ça, je sais pas, ça m'a pas dire que ça m'a touché. J'ai pleuré, mais tu vois, je sais pas, ça m'a fait un truc. Et j'avais Jordan envie est un de grand pousser. sensible. hein. Mais non, mais j'avais envie de pousser le projet. Je trouve ça beau. Mais c'est une très bonne idée. Et je trouve ça Ouais. cool. Et C'est il- joli en tout cas. C'est Ouais, un il joli explique comment il a design. eu l'idée, etc. Ouais, ouais. Comment il s'y est pris. Et écoute, je trouvais ça plutôt intéressant. Tu peux Pixit. mettre un timer sur la table, tu peux mettre l'heure, tu peux le connecter au Wi-Fi de chez toi, tu peux faire plein de trucs. Et Mais- je trouvais ça plutôt sympa. Mais c'est assez, malgré tout, low-tech comme Ah oui, enfin, c'est affichage. hein. vraiment des LED, hein, c'est pas un Mhm. écran D'accord. à proprement parler, c'est des LED, tu vois, de toute façon là on le voit bien. À l'écran, voilà, vous le voyez, c'est des carrés qui s'allument et qui vous permettent de voir ce qui s'y passe. Là, c'est un petit aimant qui te permet aussi de contrôler si t'as pas la manette. Tu vois, tu peux créer des petites atmosphères, tu peux mettre pas mal Ah, de c'est trucs. très drôle. Et franchement, je trouve ça assez fou. Et surtout de voir que c'est un seul gars qui fait tout ça tout seul. Tu vois, il explique dans son projet qu'il aurait besoin plus tard peut-être de gens qui travaillent un peu mieux le bois que lui. Et je trouve c'est ça assez incroyable, intéressant. ces Voilà, tu vois, aventures. il coupe à la main, etc. Non, mais peut-être pas forcément pour des particuliers, mais même dans des, tu vois, des dans cafés, dans des salons, entreprises, ouais, des- ou qui sait, voilà. des J'avais envie de lui entreprises, donner un etc. petit coup de pouce, écoute, Très bien. à ma petite hauteur. Parfait, il a bien de la chance de t'avoir, Merci, mais tu m'as aussi. Jordan. Je suis là. Mais oui. Et on est très heureux de te retrouver chaque semaine. Attends, avant de partir, reste Oui, avec dis-moi. moi. On va aller faire un tour du côté de la question 01net Orange. Alors, Vous le savez, chaque semaine, on vous interroge sur Twitter, #01hebdo, #orange.
sur un sujet d'actu. Aujourd'hui, on parlait des 25 ans de la PlayStation. Alors, êtes-vous plutôt PlayStation ou plutôt Xbox ? Voilà, on est toujours à 72% de PlayStation. Donc, la PlayStation, très haut la main. Ouais. C'est la console, visiblement, la plus utilisée. Bon, elle est plus ancienne aussi. Hein. Elle est plus âgée, puisqu'elle a 25 ans que la Xbox. Et donc, elle s'est vendue un peu plus. Ouais, depuis le temps. C'est sûr, voilà. Très intéressant. Vous pouvez voter. Vous avez encore toute la semaine pour voter. On fera le point jeudi prochain. Merci beaucoup, Jordan. Merci à toi. Bravo d'avoir géré tout seul. Voilà, je suis un peu épuisé. Hein. François Sorel revient la semaine prochaine. Bien évidemment, on sera ravis de reprendre toutes les bonnes habitudes. Vous conservez vos habitudes. Continuez à nous regarder, bien sûr. Continuez à nous regarder tous les jeudis pour 01 Hebdo, mais également tous les jours avec toutes les vidéos qui vous sont proposées sur la chaîne YouTube, sur 01nettv.com et puis, vous le savez, bientôt sur les box. Sur les box SFR et Orange. Vous pourrez nous retrouver en flux continu. Portez-vous bien, vous êtes passionnés de tech, nous aussi. À très bientôt.